Voici une vidéo récapitulant les notions sur le récit à connaître à la fin du collège. D'abord, qu'est-ce qu'un récit ? Un récit est un texte narratif, c'est-à-dire qui raconte une histoire, qu'elle soit fictive, donc imaginaire, ou réelle, et le plus souvent elle est écrite en prose. Parmi les récits, on trouve comme genre les contes, les épopées, les fables, les fabliaux, les nouvelles, les romans, les autobiographies, journaux intimes, mémoires, témoignages, et les biographies. Il faut savoir que les nouvelles et les romans sont eux-mêmes répartis en genres, réaliste, fantastique, merveilleux ou fantasy, science-fiction, aventure, policier, historique, courtois, donc tout ce qui est les chevaliers et l'amour courtois, épistolaire, donc sous forme de lettres. Alors, première notion à connaître, le narrateur et le point de vue narratif. Le narrateur est la personne qui raconte l'histoire. Il peut soit appartenir à l'histoire, et dans ce cas-là on parle de narrateur intérieur, c'est un des personnages, donc il parle à la première personne du singulier, et il va raconter du point de vue interne. Soit le narrateur est extérieur à l'histoire, on l'appelle donc le narrateur extérieur, il ne fait pas partie des personnages, ce n'est qu'un témoin extérieur, et donc il s'exprime à la troisième personne. Il va devoir choisir un angle de vue qu'on appelle le point de vue narratif pour raconter. Donc ça peut être le point de vue externe, interne ou omniscient, sachant que dans un même texte, il peut alterner les points de vue. Donc le point de vue narratif. Pour le trouver, il faut se poser la question « que c'est le narrateur ?» Le point de vue externe. Dans le point de vue externe, le narrateur décrit ce qu'il voit, mais de l'extérieur de la scène, comme un témoignage neutre. Donc nous n'avons pas accès aux choses intimes, les sensations, les sentiments des personnages. Nous ne savons que le minimum, que ce qui transparaît de l'extérieur, leurs mouvements, comment ils sont habillés, point. Alors que dans le point de vue interne, le narrateur adopte le point de vue d'un des personnages. Et donc il nous montre, il nous raconte ce que le personnage voit, entend, éprouve, comme si nous étions à sa place. Donc on connaît ses émotions, ses sensations, mais rien de plus. Alors qu'avec le point de vue omniscient, le narrateur sait tout de l'histoire et des personnages. Donc il peut avoir les points de vue de plusieurs personnages en même temps, il peut connaître leur passé et leur futur, et donc donner ces informations précieuses au lecteur. De plus, dans le point de vue omniscient, le narrateur peut intervenir, émettre des jugements, interpeller le lecteur. Alors voici un texte où on a un narrateur extérieur et qui raconte du point de vue externe. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, 1 heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leurs fenêtres ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. C'était un homme de moyenne taille, trapu et robuste, dans la force de l'âge. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans. Une casquette à visière de cuir rabattu cachait en partie son visage brûlé par le soleil et le hâle, et ruisselant de sueur. Sa chemise de grosse toile jaune, rattachée au col par une petite ancre d'argent, laissait voir sa poitrine velue. Il avait une cravate tordue en corde, un pantalon de coutil bleu usé et râpé, blanc à un genou, troué à l'autre. Une vieille blouse grise en haillons, rapiécée à l'un des coudes, d'un morceau de drap vert cousu avec de la ficelle. Sur le dos, un sac de soldat fort plein, bien bouclé et tout neuf. À la main, un énorme bâton noueux. Les pieds sans bas dans des souliers ferrés, la tête tondue et la barbe longue. Donc c'est bien un point de vue externe puisqu'on ne sait rien de ce personnage. On ne sait même pas comment il s'appelle, d'où il vient, où il va, ce qu'il ressent. On a simplement une description de son physique. Maintenant le même texte un petit peu plus loin. Donc ce personnage s'est fait rejeter de l'auberge La Croix de Colbas puisque c'est un ancien bagnard. En rose, j'ai mis le point de vue interne, donc quand on a accès aux sentiments, aux sensations du personnage, et en bleu, omniscient, donc quand on en sait plus que lui. Il prit la grande rue. Il marchait devant lui au hasard, rasant de près les maisons, comme un homme humilié et triste. Il ne se retourna pas une seule fois. S'il s'était retourné, il aurait vu l'aubergiste de la Croix de Colbas sur le seuil de sa porte, entouré de tous les voyageurs de son auberge et de tous les passants de la rue, parlant vivement et le désignant du doigt, et, au regard de défiance et d'effroi du groupe, il aurait deviné qu'avant peu, son arrivée serait l'événement de toute la ville.
La nuit continuait de tomber. Le vent froid des Alpes soufflait. À la lueur du jour expirant, l'étranger aperçut dans un des jardins qui bordent la rue une sorte de hutte qui lui parut maçonnée en motte de gazon. Il pensa sans doute que c'était en effet le logis d'un cantonnier. Il souffrait du froid et de la faim. Il s'était résigné à la faim, mais c'était du moins là un abri contre le froid. Ces sortes de logis ne sont habituellement pas occupés la nuit. Il se coucha à plat ventre et se glissa dans la hutte. Il y faisait chaud, et il y trouva un assez bon lit de paille. Il resta un moment étendu sur ce lit, sans pouvoir faire un mouvement tant il était fatigué. Puis, comme son sac sur son dos le gênait, et que c'était d'ailleurs un oreiller tout trouvé, il se mit à déboucler une des courroies. Donc dans la suite, on a à nouveau un point de vue omniscient, puisque le narrateur va nous informer qu'en réalité c'était une niche. Ensuite, concernant le rythme du récit, le narrateur peut jouer avec le rythme de son récit afin de créer des effets d'accélération ou au contraire de ralentissement et donc d'attirer l'attention du lecteur sur certains passages. Il existe 4 vitesses narratives. L'ellipse, c'est-à-dire un passage du récit est passé sous silence. Par exemple, dans un récit policier, le moment du meurtre, c'est une ellipse. La pause, où le narrateur interrompt l'action pour réaliser une description ou alors faire un commentaire. Le sommaire, le narrateur résume un événement long ou alors une durée assez longue très rapidement. Et enfin la scène où le narrateur fait le récit d'un événement bref, en détail, et très souvent avec des dialogues, comme une scène de théâtre. Donc le temps du récit correspond au temps de l'action. Enfin, il existe 2 procédés par rapport à l'ordre chronologique. Donc le narrateur peut raconter dans l'ordre, mais il peut aussi choisir de faire une analepse, c'est-à-dire un retour en arrière, ou au contraire une prolepse, une anticipation sur une action future. Voici un exemple de texte qui joue sur le rythme. C'est un extrait de La Barbe bleue de Charles Perrault. Donc j'ai coupé le début où on nous décrivait le physique de Barbe bleue, et il y avait d'ailleurs une petite analepse qui nous expliquait que ces anciennes femmes avaient disparu. La Barbe bleue, pour faire connaissance, les mena, avec leur mère et 3 ou 4 de leurs meilleurs amis, à une de ces maisons de campagne où on demeura 8 jours entiers. Ce n'était que promenade, que parties de chasse et de pêche, que danse et festins, que collation. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'1 mois, la Barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de 6 semaines au moins, pour une affaire de conséquence. Qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les mena à la campagne si elle voulait, que partout elle fit bonne chère. Voilà, lui dit-il, les clés des 2 grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres-forts où est mon or et mon argent. Celle des cassettes où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout. Mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer, et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Donc j'ai mis en violet un sommaire, donc on raconte les 8 jours très rapidement. Ensuite, on a 2 ellipses. Le mariage se conclut, donc on n'a pas le récit du mariage. Et 2e ellipse, au bout d'1 mois, on n'a pas le récit de ce premier mois de vie commune. Et ensuite, en bleu, une scène, donc le moment où Barbe bleue va s'en aller. Quelques cas particuliers de récit. Si tu as un incipit. L'incipit, ce sont les premières phrases, les premiers paragraphes d'un récit. Donc il faut relever les informations que le narrateur nous dévoile dès ce début, ou au contraire les informations qu'il décide de nous taire. Et donc le ou les registres dominants, ce qui va donner le ton au récit. Petit cas particulier, un début est dit in medias res s'il démarre directement au milieu d'une action. In medias res est une citation latine qui veut dire au milieu des choses. A l'inverse, un excipit, ce sont les dernières phrases ou les derniers paragraphes d'un récit. Donc il faut observer comment le narrateur prend congé de son lecteur, comment il a préparé la fin. Donc concernant le sort des personnages, mais aussi sur son œuvre, est-ce qu'elle se termine par une conclusion, qu'elle soit morale, philosophique, politique ou autre. Autre cas particulier, le récit encadré, qu'on appelle aussi récit enchâssé, c'est-à-dire que le personnage d'un premier récit, qu'on appelle récit cadre ou récit enchâssant,
raconte un deuxième récit, qui lui est appelé le récit encadré, donc à l'intérieur du cadre, ou récit enchâssé. Il faut alors analyser les raisons de ce récit encadré, donc pourquoi un personnage se met à raconter une autre histoire et faire le lien avec le récit cadre. Donc est-ce qu'on retrouve des similitudes, est-ce qu'on a le même registre, ou au contraire est-ce que c'est différent? Un des exemples les plus célèbres de récits encadrés, ce sont les 1001 nuits. Donc le récit cadre, l'histoire de Scheherazade, qui va se mettre à raconter des récits encadrés, par exemple l'histoire d'Aladin, l'histoire de Sinbad le marin, etc. Voici un exemple d'incipit. Il s'agit d'un roman appelé Bel Ami. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau, par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de jolis garçons qui s'étendent comme des coups d'épervier. Les femmes avaient levé la tête vers lui. 3 petites ouvrières, une maîtresse de musique entre 2 âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue toujours d'une robe de travers, et 2 bourgeoises avec leur mari, habitués de cette gargote à prix fixe. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste en poche 3 francs 40 pour finir le mois. Cela représentait 2 dîners sans déjeuner, ou 2 déjeuners sans dîner, au choix. Il réfléchit que les repas du matin étaient de 22 sous, au lieu de 30 que coûtaient ceux du soir. Il lui resterait, en se contentant des déjeuners, 1 franc 20 centimes de boni, ce qui représentait encore 2 collations au pain et au saucisson, plus 2 bocs sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits. Et il se mit à descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette. Donc cet incipit est in medias res, donc on est directement au restaurant au moment où il va payer son addition, et on nous présente le personnage principal, Georges Duroy. On commence à avoir quelques informations sur lui, on voit que c'est un beau jeune homme, que c'est un ancien militaire, et que vraisemblablement il a des petits problèmes d'argent. On voit aussi que comme il est beau, comme il a une certaine prestance, il attire le regard des femmes. Et dans le dernier paragraphe, on voit qu'il est attiré par les divertissements, les plaisirs parisiens, donc par exemple le bock, donc ce qui correspond à une chope de bière, et on sent qu'il va vraisemblablement tout faire, peut-être en passant par les femmes, pour gagner beaucoup plus d'argent et pour pouvoir profiter de la capitale. Et cela est confirmé dans l'exquipit de Bel Ami. Donc là, c'est la toute fin de Bel Ami. Donc Georges Duroy vient de se marier. Et là, on est encore dans l'église, la cérémonie vient de se terminer. D'autres personnes se poussaient. La foule coulait devant lui comme un fleuve. Enfin, elle s'éclaircit. Les derniers assistants partirent. Georges reprit le bras de Suzanne pour retraverser l'église. Elle était pleine de monde car chacun avait regagné sa place afin de les voir passer ensemble. Il allait lentement, d'un pas calme, la tête haute, les yeux fixés sur la grande baie ensoleillée de la porte. Il sentait sur sa peau courir de longs frissons, ces frissons froids que donnent les immenses bonheurs. Il ne voyait personne, il ne pensait qu'à lui. Lorsqu'il parvint sur le seuil, il aperçut la foule amassée, une foule noire, bruissante, venue là pour lui, Georges Duroy. Le peuple de Paris le contemplait et l'enviait. Puis, relevant les yeux, il découvrit là-bas, derrière la place de la Concorde, la chambre des députés. Et il lui sembla qu'il allait faire un bond du portique de la Madeleine au portique du Palais Bourbon. Il descendit avec lenteur les marches du haut perron, entre 2 haies de spectateurs. Mais il ne les voyait point. Sa pensée maintenant revenait en arrière, et devant ses yeux éblouis par l'éclatant soleil, flottait l'image de Madame de Marelle, rajustant en face de la glace les petits cheveux frisés de ses tempes, toujours défaits au sortir du lit. Donc là, on voit que le personnage a changé l'orthographe de son nom de famille pour avoir l'air plus noble, et on comprend qu'il a changé sa situation, en tout cas sociale. Donc on voit que maintenant, c'est un personnage très important, que toute la foule parisienne est venue l'acclamer. D'ailleurs, on voit que maintenant, il s'est marié à l'église de la Madeleine, donc plutôt dans les beaux quartiers. On voit qu'à nouveau, le regard des femmes est encore extrêmement important. Donc Georges Duroy reste quelqu'un qui utilise les femmes, et alors qu'il est en train de se marier, il pense déjà à sa maîtresse. Voici maintenant un exemple de récit encadré, avec une nouvelle de Guy de Maupassant intitulée « Histoire vraie ». Les chasseurs achevaient leur dîner, encore bottés, rouges, animés, allumés.
C'étaient de demi-seigneurs normands, mi-hobereaux, mi-paysans, riches et vigoureux, taillés pour casser les cornes des bœufs lorsqu'ils les arrêtent dans les foires. Ils avaient chassé tout le jour sur les terres de Maître Blondel, le maire d'Éparville, et ils mangeaient maintenant autour de la grande table, dans l'espèce de ferme château dont était propriétaire leur hôte. Ils parlaient comme on hurle, riaient comme rugissent les fauves, et buvaient comme des citernes, les jambes allongées, les coudes sur la nappe, les yeux luisants sous la flamme des lampes, chauffés par un foyer formidable qui jetait au plafond des lueurs sanglantes. Ils causaient de chasse et de chiens. Mais ils étaient à l'heure où d'autres idées viennent aux hommes, à moitié gris, et tous suivaient de l'œil une forte fille aux joues rebondies qui portait au bout de ses poings rouges les larges plats chargés de nourriture. Soudain, un grand diable, qui était devenu vétérinaire après avoir étudié pour être prêtre et qui soignait toutes les bêtes de l'arrondissement, Monsieur Séjour, s'écria « Crébleu, Maître Mondel, vous avez là une bobonne qui n'est pas piquée des vers !» Et un rire retentissant éclata. Alors, un vieux noble déclassé, tombé dans l'alcool, Monsieur de Varnetot, éleva la voix. « C'est moi qui ai eu jadis une drôle d'histoire avec une fillette comme ça. Tenez, il faut que je vous la raconte. » J'avais alors 25 ans et je vivais en garçon dans mon château de Villebon. Vous savez, quand on est jeune et qu'on a des rentes et qu'on s'embête tous les soirs après dîner, on a l'œil de tous les côtés. Donc en bleu, c'est le récit encadré. Un des personnages du récit cadre, un des chasseurs, va raconter une histoire qu'il a eue avec une domestique. Donc on voit qu'on a le même registre, plutôt satirique, on se moque de la grossièreté, du manque de respect de ces hommes, et donc on se doute que l'histoire qu'il va raconter ne va pas être très agréable pour les femmes. Enfin, concernant les composants du récit, la description. Donc tu dois retenir qu'une description dans un récit a plusieurs fonctions. D'abord, elle aide le lecteur à se faire une représentation mentale, donc à imaginer les personnages, les lieux, etc. Elle sert aussi à lui faire comprendre le déroulement de l'action, à attirer son attention sur certaines choses, et aussi à lui donner à voir le monde selon un autre point de vue. C'est pour cela qu'elle est très souvent orientée, c'est-à-dire qu'elle vise un certain effet chez le lecteur. Et donc quand tu étudies un récit où il y a un passage de description, tu dois à tout prix repérer si c'est une description méliorative ou péjorative. Donc méliorative, c'est-à-dire qui est centrée sur les qualités, donc qui provoque l'admiration. Péjorative, qui est centrée sur les défauts et donc qui va créer l'indignation, la peur. Une description peut être objective, c'est-à-dire neutre, qui repose uniquement sur les faits, à la manière d'un dictionnaire. Ou subjective, donc prise en charge par un individu qui ressent des émotions et qui peut juger positivement ou négativement. Et elle peut aussi être caricaturale, donc exagérée dans le but de provoquer un certain effet. La description peut être centralisée, donc c'est-à-dire en un seul bloc, ou dispersée, donc être explosée en petites touches. La description peut donner toutes sortes d'informations sur le physique, sur le caractère, et dans ce cas-là on parle de description morale, et plus précisément le portrait en acte qui va nous représenter le personnage à travers ses paroles et ses actions. Voici un exemple de description tiré des Misérables. Les lecteurs ont peut-être, dès sa première apparition, conservé quelques souvenirs de cette Thénardier, grande, blonde, rouge, grasse, charnue, carrée, énorme et agile. Elle tenait, nous l'avons dit, de la race de ces sauvagesses colosses qui se cambrent dans les foires avec des pavés pendus à leur chevelure. Elle faisait tout dans le logis, les lits, les chambres, la lessive, la cuisine, la pluie, le beau temps, le diable. Elle avait pour tout domestique Cosette, une souris au service d'un éléphant. Tout tremblait au son de sa voix, les vitres, les meubles et les gens. Son large visage, criblé de taches de rousseur, avait l'aspect d'une écumoire. Elle avait de la barbe. C'était l'idéal d'un fort de la halle habillé en fille. Elle jurait splendidement. Elle se vantait de casser une noix d'un coup de poing. Sans les romans qu'elle avait lus, et qui par moments faisaient bizarrement reparaître la mijaurée sous l'ogresse, jamais l'idée ne fut venue à personne de dire d'elle « c'est une femme ». Cette Thénardier était comme le produit de la greffe d'une donzelle sur une poissarde. Quand on l'entendait parler, on disait « c'est un gendarme ». Quand on la regardait boire, on disait « c'est un charretier ». Quand on la voyait manier Cosette, on disait « c'est le bourreau ». Au repos, il lui sortait de la bouche une dent. Le Thénardier était un homme petit, maigre, blême, anguleux, osseux, chétif, qui avait l'air malade et qui se portait à merveille. Sa fourberie commençait là.
Il souriait habituellement par précaution et était poli à peu près avec tout le monde, même avec le mendiant auquel il refusait un liard. Il avait le regard d'une fouine et la mine d'un homme de lettres. Donc ici, cette description est caricaturale, donc elle exagère les défauts physiques et moraux de ces deux personnages. On retrouve des comparaisons, des métaphores qui sont péjoratives, et même dans la description physique, on voit des exagérations comme la barbe ou la dent qui sort de la bouche. Le dialogue. Donc dans un récit, le dialogue a plusieurs fonctions. D'abord, donner vie aux personnages, donc faire entendre leur voix, faire apparaître leur sensibilité, leur caractère, mais aussi faire avancer l'action, donc les personnages peuvent être amenés à s'expliquer, à se disputer, ou renforcer un registre. Donc quand tu étudies un récit contenant du dialogue, tu dois d'abord identifier le type de discours. Donc est-ce que c'est du discours direct, du discours indirect ou du discours indirect libre. Donc normalement, tu sais déjà identifier ces trois types de discours, et donc tu dois voir l'effet produit. Si c'est du discours direct, on a un rendu vivant, théâtral. Si on a un discours indirect, c'est moins expressif. Et si on a un discours indirect libre, c'est plus expressif, mais un peu plus subtil que le discours direct. Tu dois également observer le rapport de force. Donc parmi les personnages, qui ouvre et qui ferme le dialogue, qui est celui qui dirige, qui domine, qui parle le plus. Et ainsi, tu dois comparer donc les différents interlocuteurs dans la qualité et la quantité de leur expression. Voici un exemple tiré du roman Vipère au poing. Donc là, les enfants sont réunis, ainsi que les domestiques, puisque le père va faire une annonce. Papa étendit une main solennelle et commença à débiter sa leçon. « Mes enfants, nous vous avons réunis pour vous faire connaître nos décisions en ce qui concerne l'organisation et l'horaire de vos études. La période d'installation est terminée. Nous exigeons maintenant de l'ordre. » Il reprit son souffle, ce dont sa femme profita immédiatement pour lancer à l'adresse de nos silences un retentissant « Et tâchez de vous taire !»« Vous vous lèverez tous les matins à 5 heures, reprenait mon père. À 8 heures, vous déjeunerez. À ce propos, mademoiselle, coupa madame mère, je précise que ces enfants ne prendront plus désormais de café au lait, mais de la soupe. C'est plus sain. Vous pourrez donner un peu de lait à Marcel, qui a de l'entérite. Après le petit déjeuner, une demi-heure de récréation, en silence, coupa madame Rezeau. Votre mère veut dire sans faire trop de bruit, pour ne pas la réveiller, soupira monsieur Rezeau. Nous vous accordons après le déjeuner 1 heure de récréation, qui pourra être supprimée par punition. Vous devrez obligatoirement jouer dehors, sauf s'il pleut. Mais s'il fait froid, hasarda mademoiselle. Rien de meilleur pour les aguerrir, rétorqua madame mère. Je suis pour une éducation forte. Alphonsine est de mon avis, j'en suis sûre. À tout hasard, la sourde et muette, reconnaissant son nom sur les lèvres de la patronne, fit un geste de dénégation. Vous voyez, elle ne veut pas non plus qu'on les élève dans une boîte à coton. Donc là, dans ce dialogue, on a du discours direct. On voit que, a priori, le personnage qui parle le plus, c'est le père, c'est celui qui a l'initiative de la parole, c'est celui qui mène le dialogue, sauf qu'en réalité, il se fait couper la parole plusieurs fois par sa femme, et on voit que c'est elle qui répond à mademoiselle, donc la gouvernante qui s'occupe des enfants. Je te donne maintenant quelques astuces pour l'étude d'un récit. Donc le plus important, c'est de vérifier que tu as bien compris la situation, donc qui sont les personnages, où ils sont, ce qu'ils font, etc. Et de comprendre, comme pour tout texte littéraire, la visée du narrateur ou de l'auteur. C'est-à-dire, pourquoi nous raconte-t-il cela ? Pourquoi y a-t-il cette description ou ce dialogue ? Donc en gros, quelles émotions veut-il provoquer chez nous et comment y parvient-il ? Et pour cela, il faut que tu identifies le ou les registres. Donc comme d'habitude, relever les figures de style, et bien expliquer leur effet, repérer s'il y a des champs lexicaux, des termes péjoratifs, mélioratifs, s'il y a différents niveaux de langue, chercher des modélisateurs, observer s'il y a de l'ironie et bien sûr la commenter, repérer aussi s'il y a des apostrophes ou des adresses au lecteur. Si tu étudies un récit intégral, je te conseille de prendre des notes tout au long de ta lecture, puis après, donc soit sous forme de fiches, de schémas, de carnets de lecture. Donc sur ce document, tu parleras des personnages. Donc tu dois identifier les personnages principaux, sélectionner quelques-unes de leurs particularités les plus marquantes, expliquer leurs relations avec les autres et préciser s'ils connaissent une évolution, que ce soit sociale ou mentale. Tu dois lister aussi les événements marquants, donc les passages où l'action va changer, que ce soit des péripéties, le nœud, le dénouement, et donc les conséquences pour les personnages comme pour le lecteur. Donc qu'éprouvons-nous quand nous lisons telle ou telle action ?
Éventuellement les lieux, donc s'il y a des endroits qui sont décrits en détail et qui ont une importance dans l'histoire, il faudra le mentionner. Ensuite, les différents thèmes. Donc, est-ce que l'auteur cite différents thèmes? Est-ce qu'on en retrouve à plusieurs endroits de l'œuvre? Par exemple, le thème de la famille, de l'amour, etc. Et quel effet la réapparition de ces thèmes procure au lecteur? Et bien sûr, la visée du récit, donc pourquoi l'auteur a écrit cette histoire. Tu peux aussi recopier une ou plusieurs phrases qui t'ont marqué. Cette vidéo est terminée, tu as révisé toutes les notions relatives au récit. Il faudra compléter en revoyant la leçon sur les figures de style. Tu dois appliquer ces notions aussi bien lorsque tu étudies un texte narratif que lorsque tu dois en rédiger un. Merci de ton attention et bon courage!